90% of disputed custody goes to women. That's not equal. 90%, that's a totally made up statistic. Where are you citing that from? How many women die every year during childbirth? Not many. This country has the highest maternal mortality rate of any developed country, so a lot of women do die as a result of pregnancy and childbirth, yes. This is painful, man. Do you have any other questions for me? Not right now. All right. There's videos on the internet see my everywhere of sister-in-law. women getting their guns taken because they're not strong enough. Are you just making things up? Pearl, what are you doing? Like, seriously. Next question. La logique aurait voulu qu'après avoir pris une dérouillée il y a de cela un peu plus de 2 ans contre Ethan Klein, elle serait allée refaire ses classes pour à nouveau prétendre pouvoir véritablement tenir un débat, sauf que pas du tout. Elle n'a pas cherché au-delà de ce qu'elle affirme comme généralisation, elle est restée en surface, elle a été très superficielle. Et je me demande en fait comment est-ce possible de rassembler 2 millions de personnes sur son YouTube sans être à minima informée sur la thématique qu'elle défend dur comme fer. C'est le paradoxe le plus fascinant du YouTube actuel. Une femme qui gagne des millions en expliquant que les femmes ne devraient pas avoir de voix publique. Mais que se passe-t-il quand cette rhétorique se confronte à la logique? Ces derniers mois, la reine de la Red Pill, Pearl Davis, a multiplié les apparitions dans des débats où, pour la première fois, ses propres contradictions ont été mises en lumière de manière brutale et devant des milliers de spectateurs. Elle s'est fait connaître en étant la voix féminine de la manosphère, celle qui dit tout haut ce que les hommes attention alpha, pense tout bas. Mais entre la rhétorique sur YouTube et la réalité d'un plateau de débat, il y a un fossé que Pearl Davis, alias Just Pearly Things, commence à payer très cher. Elle a enchaîné des sorties de route légendaires face à des contradicteurs qui ne se sont pas contentant en fait de slogans habituels. Entre manque de préparation flagrante et arguments qui s'effondrent sous la moindre vérification factuelle, Pearl est passée du statut de génie du marketing à celui de cible privilégiée. Je vous propose aujourd'hui qu'on plonge dans les récentes humiliations de celle qui voulait abolir le droit de vote des femmes sans réaliser qu'elle l'utilisait elle-même pour exister. On a presque tous vu passer les clips provocateurs de Pearl Davis au moins une fois sur notre fil d'actualité. Mais derrière les millions de vues et le sourire provocateur, la machine commence à s'enrayer. Ces dernières semaines, plusieurs débats ont tourné au fiasco total pour la figure de proue de la Red Pill féminine. Mais face à ces incohérences et souvent incapable de justifier ses sources, Pearl semble perdre pied dès que le script n'est plus du tout sous son contrôle. Est-on en train d'assister à la chute du business de la provocation? Dans ce cas, il serait temps, parce que la Red Pill violente fait plus de dégâts qu'elle n'éveille réellement les consciences. Dans cette vidéo, on en parle, alors restez bien jusqu'à la fin pour saisir l'entièreté du propos. Pearl Davis, plus connue sous son nom de scène Just Pearly Things ou simplement Pearl, est une créatrice de contenu américaine devenue une figure centrale de la manosphère et du mouvement anti-féministe sur Internet. De son vrai nom, Anna Pearl Davis est née le 4 novembre 1996 à Chicago, dans l'Illinois. Elle est issue d'une famille aisée. Son père, Dan Davis, est un entrepreneur prospère dans le domaine des logiciels avec une fortune estimée à plus de 40 millions de dollars. Après avoir obtenu un diplôme en commerce de l'université Elmhurst en 2018, elle a travaillé brièvement comme vendeuse de photocopieuses avant de se tourner vers la création de contenu en ligne. Elle a d'abord connu un succès sur TikTok avec des vidéos humoristiques et des quiz de rupture avant que son compte ne soit banni. Elle a ensuite migré vers YouTube où elle anime des émissions de débat, notamment son podcast de Pre-Game Show. Elle a acquis une notoriété fulgurante en se positionnant comme la voix féminine d'idées souvent associées à des figures comme Andrew Tate et compagnie, ce qui lui a valu d'ailleurs le surnom de Andrew Tate au féminin. Son ascension sur les réseaux a commencé en 2020 lorsqu'elle a lancé sa chaîne YouTube sous le pseudonyme Just Pearly Things. À l'origine, son contenu se concentrait sur des interviews de rue à Chicago où elle posait des questions provocantes sur les relations hommes-femmes, le dating et les normes sociétales. Ces vidéos, souvent courtes et virales, ont rapidement migré vers TikTok où elle a gagné en visibilité grâce à l'algorithme qui favorise les contenus, on va dire, polarisants. Et c'est en 2022 que son audience a explosé. Sur YouTube, elle a par exemple 2,6 millions d'abonnés. Sa chaîne a dépassé d'ailleurs les 2 millions récemment avec une croissance continue. C'est sa plateforme
plateforme principale où elle poste ses lives Pearly Daily et ses longs débats et podcasts. Sur X, anciennement Twitter, elle a 473 000 followers. C'est là qu'elle est très active pour des réactions rapides et des clips viraux. Son Instagram, environ 46 000 followers. Et son TikTok, un peu plus de 407 000 followers. Et donc, plusieurs facteurs ont contribué à sa popularité. D'abord, il y a le timing avec Andrew Tate. Pearl est venu en fait combler un vide dans la manosphère lorsque Andrew Tate, une figure masculine controversée similaire, a été arrêté en Roumanie fin 2022, si je me trompe pas, pour des accusations de trafic humain. Bon, on va pas entrer dans les détails, ce n'est pas le sujet, mais juste pour vous dire qu'avec l'absence de l'un des rois de la discipline, elle a su se frayer une place, parfois en répétant tel un récital, les mêmes phrases que ce dernier avait l'habitude de dire. On peut dire que sa manière à elle de défendre sa discipline était un petit peu comme, vous savez, ces enfants à l'école qui, au lieu de lire et de comprendre le cours, se chargeaient juste de le lire et de le mémoriser, parfois sans même comprendre, ni même émettre une critique. Vous comprendrez où je vais en venir bientôt, alors restez jusqu'à la fin. Ces vues antiféministes présentées par une femme ont donc attiré un public masculin particulier et borderline, on va pas se mentir, la distinguant des influenceurs masculins comme Tate. Et comme je vous l'ai dit plus tôt, elle a été surnommée la version féminine d'Andrew Tate par les médias. Pour se faire connaître, elle a également utilisé des collaborations avec d'autres influenceurs de la manosphère comme Fresh and Fit et a capitalisé sur des controverses pour booster son engagement. En 2023, elle a atteint des pics de viralité avec des déclarations extrêmes qui ont généré massivement de débats en ligne. Je vous propose d'ailleurs qu'on en parle un peu de ces fameuses déclarations. Et bien sûr, pour éviter que la vidéo ne s'éternise, on va rester dans le domaine des relations hommes-femmes parce que sinon, je peux vous assurer qu'elle dit beaucoup de choses graves sur d'autres domaines. Comme je l'ai dit, Pearl Davis est célèbre pour son positionnement comme anti-féministe proclamé, défendant des valeurs traditionnelles dans les relations et critiquant violemment le féminisme moderne, sauf qu'avec juste un peu d'analyse et d'observation, on se rend compte qu'il y a une grosse dose de généralisation dans ses propos contre les femmes, de même qu'un ton et une réflexion qui frisent la misogynie et parfois même nage en plein dedans. Elle est connue pour promouvoir l'idée que les femmes devraient se soumettre aux hommes, sauf qu'elle va très loin quand elle parle de soumission. Ça s'apparente même à une forme de domination en fait, de mise sous tutelle carrément. Ces arguments s'appuient souvent sur des statistiques qu'elle interprète de manière sélective sur les taux de divorce, le bonheur des femmes et les dynamiques de genre. L'une de ses déclarations les plus polémiques est son opinion selon laquelle les femmes ne devraient pas avoir le droit de vote, ou alors si elles l'ont, cela devrait être assorti de l'obligation de conscription militaire et donc, étant donné que pratiquement aucune femme ne veut s'enrôler dans l'armée ou alors ne souhaite être une option d'enrôlement dans l'armée, elle suggère donc qu'on devrait retirer le droit de vote aux femmes car en plus d'être idiote, et là je cite ses mots, ce sont ses propos, elle a déclaré que les femmes ne méritent pas de voter car selon elle, elles votent majoritairement pour des politiques de gauche qui nuisent à la société comme l'immigration ou les aides sociales. Bon... Ok. J'espère en tout cas pour elle que quand elle le dit, elle y croit et elle applique ce qu'elle dit. Parce que franchement, ce serait le comble si elle s'autorisait à voter. On est d'accord? Pearl prône le retour de la femme au foyer, la soumission au patriarcat et la priorité donnée à la famille à défaut de la carrière. Pourtant, elle est elle-même une femme d'affaires plutôt puissante, célibataire, sans enfant, qui dirige une entreprise médiatique et voyage à travers le monde. Elle incarne précisément la femme moderne et indépendante qu'elle critique. Ou encore quand elle dit que les femmes doivent être sous l'autorité de leur mari pour absolument tout, même la prise de décision. J'espère que c'est le cas pour elle. J'espère que si elle est sur les réseaux, c'est parce que voilà, son mari est d'accord avec ça. Ah oui, autant pour moi, elle n'est pas mariée. C'est vrai. Bon. Qu'est-ce qui se passe souvent quand une femme n'est pas mariée? Elle est sous la juridiction de son père. Donc, j'espère qu'avant d'agir, avant de poster des vidéos, avant de faire du contenu, elle demande la permission à son père. Ça serait la norme, la logique d'après ce qu'elle dit, on est d'accord. Son discours affirme également que les hommes devraient diriger la société et que la parole des femmes a moins de valeur dans le débat public. Or, elle gagne sa vie en prenant la parole, en donnant des ordres à ses équipes, souvent masculines, et en se positionnant comme une autorité morale. En fait, de qui se moque-t-elle? J'aimerais bien savoir de qui se moque-t-elle. On continue. Elle estime que le divorce devrait être illégal, même en cas d'abus. En gros, on devrait ignorer les abus domestiques ou minimiser les droits des femmes sous prétexte que cela détruit les familles si jamais elles divorcent pour ça. Sauf que c'est très lunaire. Aucune union n'est absolue, d'autant plus que la santé morale, physique ou psychologique de l'un des partenaires est en danger. Et je pense l'avoir déjà dit ici, que vous soyez un homme ou une femme, si vous vous retrouvez dans un ménage abusif,
partez. N'entendez pas la deuxième, la troisième, la quatrième fois, non. Partez immédiatement une fois que ça arrive. On continue. Elle accuse le féminisme et donc la libération des mœurs d'avoir rendu les femmes dévergondées et incapables de relations saines. Bon, j'aimerais mettre une grosse parenthèse ici parce qu'on note dans son discours qu'elle ne s'autorise aucune nuance, ce qui est un gros problème lorsqu'on dit vouloir critiquer pour bien faire. Et au passage, elle utilise des termes comme PUTE pour décrire les femmes sexuellement actives avant le mariage. Je ne sais pas vous, mais je trouve ça sacrément culotté de la part d'une femme qui, elle également, entretient des relations sexuelles hors mariage. Ça suppose quoi? Que dans le lot de PUTE, elle y figure. On est d'accord? Enfin, j'espère en tout cas pour elle et sa réflexion que c'est le cas. Je pense que pour le débat sur la liberté sexuelle et donc le body count, j'ai déjà eu à expliquer ce que je pensais de la chose. Tout comme les hommes, les femmes ont besoin d'un minimum d'expérience. Sauf que cette fameuse expérience peut se trouver dans un nombre minimum de partenaires. Maintenant, il s'agirait de savoir sur combien de temps et pendant combien de temps elle a eu ses partenaires. Parce que oui, la durée de la relation compte, de même que l'âge qu'elle a en fonction du nombre de partenaires qu'elle a eu. Bref, continuons, ce n'est également pas le sujet. Beaucoup la voient donc comme une pygmée ou une fraudeuse, profitant de la manosphère pour l'argent, et là, permettez-moi un petit peu à ce niveau d'émettre des réserves parce que pour une fille qui est issue d'une famille très aisée, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'elle ferait tout ça pour de l'argent. Ça ne fait pas sens, du moins pour moi. Ça ne fait absolument pas sens. Sauf si elle cache au public, au monde, que sa famille l'a déshéritée pour je ne sais quelle raison, mais bon, ça reste déjà à prouver. Et si on devait envisager l'option de la pick-me, si jamais c'est le cas, je pense qu'elle s'en sort très mal, parce que jusqu'à présent, personne ne l'a vraiment pick, donc choisi. Et je pense personnellement que c'est beaucoup trop violent comme façon de penser, ou alors de tenir ce genre de déclaration si jamais elle ne pense pas ce qu'elle dit, pour qualifier ce qu'elle fait de comportement de pick-me, parce que, à mon avis, je ne pense pas qu'une réelle pick-me irait jusque-là. Et attention, je vois déjà venir tous les commentaires de ceux qui me traitent également de pick-me, mais bon, je ne vais pas revenir sur ce débat parce que, à chaque fois, je pense que j'ai pris la parole concernant certains actes que certaines femmes font. Je pense que la chose principale sur laquelle j'ai insisté, ou du moins sur laquelle j'ai conclu, c'était que ces femmes qui se comportent de manière borderline doivent assumer les conséquences de leurs actions. Vous êtes libres de faire ce que vous voulez, mesdames, et vous-même, messieurs, d'ailleurs. Vous êtes libres de faire ce que vous voulez tant que vous assumez les conséquences qui découlent des actions que vous faites. Parce que ce que je reproche souvent au sexe féminin, particulièrement, c'est d'agir et d'être surprise des répercussions, des retombées que génèrent les actions qu'elles ont posées. À un moment donné, il va falloir être un petit peu cohérent. Bref, la stratégie de Pearl repose largement donc sur la provocation et le clash. Elle invite souvent sur son plateau des femmes avec qui elle est en profond désaccord pour les confronter à sa vision de la Red Pill. Son contenu est donc conçu pour générer de la colère. En invitant des personnes sur son plateau pour les humilier ou les piéger avec des questions rhétoriques, elle ne cherche pas vraiment la vérité mais le spectacle. Un petit peu comme beaucoup de créateurs Red Pill violents. J'insiste sur le violent. Sauf que sa manière d'agir à Pearl entraîne des conséquences car ça polarise davantage les rapports hommes-femmes, créant en fait un climat de méfiance et de ressentiment plutôt qu'une recherche de solutions pour une meilleure entente. Mais bon, comme toute chose a une fin, récemment, elle a été confrontée violemment aux limites de sa pensée à 2 reprises et à 2 reprises, elle n'a pas été capable de dire grand chose d'intéressant pour se défendre ou à minima défendre sa pensée. Bizarre, n'est-ce pas? Pearl Davis a participé à plusieurs débats qui ont tourné à son désavantage. Ce qui a prouvé son manque de préparation ou son manque de faits solides face aux affirmations très brutales qu'elle avait. Et ça a commencé en juin 2023 sur le podcast H3 Podcast Off the Rails lorsqu'elle a débattu avec Ethan Klein. Il s'agissait d'une conversation civile sur des thèmes comme les dynamiques familiales, les idéaux féministes, l'avortement, le mariage et les rôles de genre. Ethan Klein, animateur du podcast, voulait explorer les vues anti-féministes de Pearl de manière constructive en confrontant ses arguments avec des contrepoids progressiste. Sauf que le débat a viré à l'humiliation pour Pearl. Elle est apparue non préparée, incapable de citer des sources fiables pour ses statistiques, comme sur les taux de divorce ou le bonheur des femmes, et Ethan l'a en fait poussée dans ses retranchements, la faisant admettre qu'elle n'était donc finalement pas une femme de haute valeur selon ses propres critères, parce qu'elle n'était ni mariée et ni mère. Elle est restée donc sans voix plusieurs fois et elle manquait clairement de cohérence dans ses différentes prises de parole. À la fin de cette confrontation, elle a été accusée d'être une fraudeuse qui recycle juste des idées de la manosphère sans réelle profondeur ou sans réelle étude derrière. C'est tellement visible que c'en est flagrant à un moment donné. Le podcast a accumulé plus de 3 millions de vues avec des réactions massives et des gens qui ouvraient enfin les yeux sur la fraude qu'elle représente. Et enfin vient la toute dernière exécution publique.
Désolée, mais je ne vois que ça comme adjectif pour qualifier ce débat qui honnêtement était très difficile à regarder. Il s'agit du débat entre Pearl et Ana Kasparian qui s'est tenu, je crois, le 10 janvier 2026, si je ne dis pas de bêtises. C'était un débat en ligne structuré en plusieurs parties qui portait sur l'impact du féminisme. A-t-il réellement donné du pouvoir aux femmes ou les a-t-il menés à un déclin culturel? Ana Kasparian, co-animatrice de The Young Turks, un média progressiste, défendait le féminisme comme outil d'empowerment, tandis que Pearl critiquait ses effets négatifs comme la promiscuité ou la destruction des familles. Techniquement, rien de bien fou comme débat. Avec un petit peu de recherche, il n'est pas compliqué de soutenir décemment ce point de vue. Sauf que malgré des jours de préparation, Pearl a juste gelé sur place sous une pression pourtant modérée de la candidate en face, et je n'exagère même pas quand je dis qu'elle s'est transformée en statue de glace. Anna l'a confrontée avec des faits et des arguments logiques, exposant le manque de données solides de Pearl qui s'appuyait en fait sur des biais émotionnels et de grosses généralisations. Encore une fois, Pearl était tout simplement embarrassée tout du long, incapable en fait de répondre efficacement parce que dans les quoi 1 heure et poussière de conversation, Pearl a cumulé à elle seule au moins 30 minutes, voire même plus, de temps de silence. Et le débat a été décrit comme juste humiliant et difficile à regarder. Et ce n'est pas moi qui vais dire le contraire. La logique aurait voulu qu'après avoir pris une dérouillée il y a de cela un peu plus de 2 ans contre Ethan Klein, elle serait allée refaire ses classes pour à nouveau prétendre pouvoir véritablement tenir un débat, sauf que pas du tout. Elle n'a pas cherché au-delà de ce qu'elle affirme comme généralisation, elle est restée en surface, elle a été très superficielle. Et je me demande en fait comment est-ce possible de rassembler 2 millions de personnes sur son YouTube sans être à minima informée sur la thématique qu'elle défend dur comme fer. Et c'est ça le problème de la red pill violente, brutale à laquelle on assiste depuis des années maintenant. Je comprends le principe de choquer les gens en étant cru dans les déclarations ou en étant dur lorsqu'il faut braquer en fait la réalité en face. Mais il faut s'assurer en fait que cette réalité ou alors la réalité qu'on veut bien faire remarquer aux autres soit une vraie réalité. La stratégie du choc a ses limites et pour Pearl, il est très évident qu'elle a désormais touché le fond, ou du moins encore avec ce débat qui devrait normalement pour des gens éclairés leur faire comprendre qu'elle n'est tout juste pas légitime dans ce qu'elle prétend faire. En résumé, Pearl Davis est une figure de performance. Elle vend un produit, la nostalgie d'un passé idéalisé, à une audience qui se sent un petit peu délaissée par la modernité. Le problème n'est pas tant qu'elle exprime des idées conservatrices, oh non, pas du tout, mais qu'elle les utilise en fait comme une arme pour générer du profit au détriment de la cohésion sociale. Qu'on se met très bien d'accord, la dynamique actuelle des relations hommes-femmes ne peut pas fonctionner comme celle d'il y a un siècle. Il faut s'adapter, trouver un juste milieu, prendre avec pincette les concepts que la société essaye de nous vendre comme absolu. Il faut observer, analyser, critiquer. Trop de liberté entraîne le libertinage et c'est principalement contre ça qu'on devrait lutter, et ça autant chez les hommes que les femmes. Il faut éviter la généralisation, comprendre les limites de certains systèmes de pensée, même ceux dotés de belles intentions. Dans tous les cas, comme je l'ai dit en début de vidéo, la red pill violente doit cesser. Il s'agirait d'éduquer les gens sur un certain nombre de choses sans alimenter en fait la guerre. Et bien sûr, il y a une différence entre dire une vérité observable qui fait mal à entendre et être violent sur les bords. C'est deux choses différentes. C'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à faire les gestes qui sauvent. On se dit donc à bientôt, portez-vous bien. Ciao.